Le 14 mars 1853, dans le tribunal d'une paroisse située le long du corridor du fleuve Mississippi, en Louisiane, une transaction eut lieu. Une transaction qui fut délibérément omise des registres officiels pendant plus d'un siècle. Une femme enceinte fut vendue pour 12, pas $12, 12, le prix d'un pain. Les documents du tribunal montrent que la vente était légale, attestée par 7 hommes dont les signatures figurent encore sur l'acte de vente. Pourtant, le nom de la femme ne fut jamais enregistré dans aucun registre paroissial, ni avant ni après ce jour-là. Des historiens locaux découvrirent le reçu en 1887, scellé dans un mur lors de rénovation du tribunal, et ils l'ouvrirent immédiatement. Ce qu'ils trouvèrent, écrit au dos du reçu, les poussa à choisir le silence plutôt que la vérité. Ce soir, nous révélons ce qui fut caché, et pourquoi les descendants de ces 7 témoins ont passé des générations à tenter d'effacer cette étaste histoire. Avant de poursuivre l'histoire de ce qui s'est passé dans ce tribunal de Louisiane, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, car des histoires comme celle-ci, celles qu'on a voulu enterrer, doivent être racontées. Et dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire? Écrivez votre état ou votre ville dans les commentaires. Voyons jusqu'où ces histoires cachées peuvent me voyager. La transaction de ce matin de mars n'était pas une anomalie née du chaos ou de la confusion. C'était délibérée, calculée et entièrement légale selon les lois qui régissaient la Louisiane dans les années précédant la guerre de sécession. En 1853, la paroisse de Sainte Helena était un lieu où la mousse espagnole pendait si épaisse aux chênes verts que la lumière du jour peinait à atteindre le sol, où l'air avait le goût du limon du fleuve et de la fumée de canne à sucre, et où la richesse se mesurait non en acres, mais en êtres humains. La paroisse s'étendait dans le croissant fertile entre Bâton Rouge et la frontière du Mississippi, assez proche du fleuve pour prospérer, assez éloignée pour garder ses secrets. La ville de Greensburg servait de chef-lieu, un ensemble de bâtiments blanchis à la chaux, disposés autour d'une place dominée par le tribunal, où les affaires se réglaient avec la solennité d'un office religieux. Chaque samedi, les marches du tribunal devenaient un podium de vente aux enchères. Meubles, bétail, terres et personnes changèrent de main avec la même efficacité bureaucratique. Les commissaires de priseurs connaissaient leur métier, les acheteurs connaissaient de leurs limites, et tout le monde comprenait que ce qui se passait sur ces marches était sanctionné par la loi, béni par la coutume et appliqué par des hommes qui se croyaient les architectes de la civilisation elle-même. Ce printemps-là, 3 hommes détenaient un pouvoir particulier dans la paroisse de Sainte Helena. Le juge Amos Crenshaw présidait la cour de district avec l'autorité des Écritures. À 62 ans, il avait passé 40 ans à interpréter des lois écrites pour protéger la propriété avant tout. Ses décisions modelaient la paroisse comme une rivière façonne ses berges, lentement, inévitablement, avec une force qui semblait naturelle. En dessous de lui, en influence, mais égal en ambition, se trouvait Duncan Fairholme, un propriétaire de plantation dont la famille contrôlait plus de 4000 acres de terre, à coton, depuis que la Louisiane était devenue un État. Fairholme avait 47 ans, avait été éduqué à Charleston, parlait couramment le français et était impitoyable en affaires. Sa plantation, Bellamont, employait un contremaître nommé Silas Guthrie, dont la réputation de cruauté maintenait la population asservie dans la soumission par la peur seule. Le 3e homme de cette trinité du pouvoir était Nathaniel Puy, percepteur des impôts et greffier des actes de la paroisse. Puy était plus jeune, 39 ans, avide de statut dans une société où le nom de famille signifiait tout, et le sien, rien. Il était arrivé en Louisiane depuis la Virginie, muni de lettres d'introduction falsifiées, conscient que, dans le chaos de l'expansion vers l'ouest, un homme pouvait se réinventer s'il était prêt à faire ce que d'autres refusaient. Les 3 hommes se croisèrent le matin du 14 mars à cause d'une femme dont l'existence avait été soigneusement effacée de tous les registres qu'ils contrôlaient. Elle s'appelait Clara Hara.
Elles étaient nées dans une plantation de tabac en Virginie, environ 23 ans plus tôt. Le mot « environ » est important, car les personnes réduites en esclavage n'avaient mais souvent pas le droit à la dignité d'une date de naissance enregistrée. Elle avait été vendue vers le sud à l'âge de 15 ans, séparée de sa mère et de ses 2 jeunes frères dans une maison d'enchères de Richmond, un mardi matin de la fin de l'été. L'homme qui l'acheta était Edmund Fairholme, le père de Duncan, qui mourut du choléra en 1849, laissant tout son domaine, y compris 47 êtres humains, à son fils. Clara Hara travaillait dans la maison principale de Bellamont. Elle était habile avec les chiffres, savait lire malgré les lois l'interdisant, et possédait une dignité tranquille que Duncan remarqua d'abord, puis méprisa, puis chercha à détruire. En octobre 1852, Clara devint enceinte. Elle ne prononça jamais le nom du père. Elle n'en avait pas besoin, tout le monde dans la maison savait. Les femmes asservides qui travaillaient avec elle savaient. L'épouse de Duncan, Margaret, savait, et Duncan lui-même savait, avec une certitude qui le remplissait d'une rage telle qu'il ne pouvait regarder Clara sans trembler. Car le père n'était pas Duncan, c'était son frère cadet, William. William Fairholme était tout ce que Duncan n'était pas. Là où Duncan était sévère, William riait facilement. Là où Duncan voyait des êtres humains comme des investissements agricoles, William percevait le mal fondamental du système dont il profitait sans avoir le courage de s'y opposer. Il avait 28 ans, n'était pas marié et vivait dans le pavillon du contremaître, à la lisière des terres de Bellamont, censé gérer les champs du Nord, mais passant surtout son temps à boire et à lire de la littérature abolitionniste qu'il faisait venir clandestinement de la Nouvelle-Orléans. Sa relation avec Clara commença par des conversations. Elle le lui apportait ses repas 2 fois par jour. Il lui posait des questions sur sa vie avant Bellamont. Elle répondait d'abord avec prudence, puis avec sincérité, réalisant qu'il écoutait autrement que les autres hommes blancs. Au fil des mois, la conversation devint autre chose, quelque chose qui franchissait toutes les limites de leur monde. Lorsque la grossesse de Clara commença à se voir à la fin décembre, William fit quelque chose d'inouï. Il alla trouver son frère et lui proposa d'acheter la liberté de Clara. La conversation eut lieu dans le bureau de Duncan un samedi soir. Aucun écrit ne relate leurs paroles, mais la suite fut documentée avec précision. Duncan refusa, plus que refusa. Il fut insulté. À ses yeux, William avait violé la sainteté du droit de propriété, mis en danger la hiérarchie raciale sur laquelle reposait toute leur société, et déshonoré le nom Fairholme d'une manière qui pouvait détruire leur réputation si cela venait à se savoir. William affirma qu'il aimait Clara, que l'enfant était le sien, qu'il devrait donc être autorisé à partir vers le nord, dans un État libre, pour y construire une vie hors d'atteinte des lois de la Louisiane. La réponse de Duncan fut immédiate. Il décida de vendre Clara, non pas à un marchand d'esclaves qui l'emmènerait loin, là où William ne la retrouverait jamais. Cela aurait été trop simple, trop clément. Duncan voulait que son frère voie, qu'il assiste, qu'il comprenne les conséquences de ce qu'il appelait sa trahison. Il fit inscrire Clara dans une vente publique prévue, le 14 mars, une vente ordinaire de biens saisis pour dettes impayées. Sur les marches du tribunal, en pleine vue du public, parfaitement légale. Mais Duncan ajouta une condition qui révélait toute l'ampleur de sa cruauté. Il fixa le prix minimal de Clara à 12 cents. Ce montant était calculé. En 1853, le prix moyen d'une femme asservie en âge de procréer en Louisiane était compris entre 800 et 1200 $. En fixant le prix à 12, Duncan atteignit plusieurs objectifs à la fois. Il montrait que Clara n'avait aucune valeur à ses yeux. Il humiliait William en prouvant que la femme qu'il prétendait aimer valait moins qu'un journal. Et surtout, il s'assurait qu'aucun acheteur légitime ne ferait d'offre, car dans l'économie de l'esclavage, le prix indiquait la qualité. Une femme proposée pour 12 cents devait être malade, abîmée, impropre au travail. Aucun propriétaire n'aurait de risquer même une somme minime pour un tel rebut. Duncan savait qu'une seule personne enchérirait. Son but n'était pas de vendre Clara à un étranger, mais à quelqu'un qui garantirait sa souffrance. Quelqu'un que William
ne pourrait pas atteindre. Il la vendait à Silas Guthrie, son contremaître. La nuit précédant la vente, William Fairholme disparut. Il ne laissa pas de mots, ne prit pas de cheval, s'en alla simplement de Bellamont après minuit et ne fut jamais revu dans la paroisse de Sainte Helena. Certains disaient qu'il était parti vers le nord pour rejoindre les abolitionnistes à Boston. D'autres affirmaient qu'il s'était noyé dans le Mississippi, incapable de vivre avec son impuissance. Quelques-uns murmuraient que Duncan l'avait fait tuer et enterrer dans les champs de Cannes, où des dizaines d'esclaves reposaient eux déjà dans des tombes anonymes. La vérité était à la fois plus simple et plus troublante. William s'était rendu chez le juge Crenshaw avant l'aube et lui avait offert tout ce qu'il possédait, environ 3000 $ en héritage et droits fonciers, pour une seule faveur. Il voulait que le juge invalide la vente, la déclare illégale sur une base technique, qu'il lui accorde du temps pour trouver une autre solution. Le juge Crenshaw écouta sa supplique avec l'expression d'un homme entendant un enfant expliquer pourquoi le ciel devrait être vert au lieu de bleu. Quand William eut fini, le juge posa une seule question. « Votre frère a-t-il signé l'acte de vente ?» William admit que oui. « Alors la transaction était légale, » répondit Crenshaw. « Votre chagrin ne prime pas sur la loi de la propriété. Bonne soirée, monsieur Fairholme. » William quitta cette maison en comprenant que chaque institution, chaque loi, chaque homme puissant de la paroisse se rangerait du côté de Duncan, non parce qu'ils étaient mais cruels, bien que beaucoup le fussent, mais parce que permettre à l'amour de supplanter la propriété menacerait les fondements mêmes de leur économie. Si l'amour pouvait l'emporter sur la possession, le système s'effondrerait. Clara passa sa dernière nuit à Bellamont dans les quartiers, entourée de femmes qui lui tressaient dans les cheveux et chantaient dans des chants plus anciens que la Louisiane, plus anciens que l'Amérique, des chants venus d'Afrique dans le ventre des navires. Elle savait qu'elle ne la reverrait probablement jamais. Elle savait ce que des hommes comme Silas Guthrie faisaient aux femmes qu'ils possédaient. L'une d'elles, une cuisinière âgée nommée Betty, qui avait survécu à 50 années d'esclavage, glissa un petit paquet de tissu dans les mains de Clara. À l'intérieur, un couteau à peine plus long que la paume de Clara, enveloppé dans une toile huilée. « Cache ça, » murmura Betty. « Cache-le bien. Et quand le moment viendra, fais ce qu'il faut. » Clara hocha la tête. Elle comprit. Le couteau n'était pas pour se défendre. Il était pour la miséricorde, pour son enfant, si les choses devenaient insupportables, pour elle-même, s'il n'y avait plus d'autre issue. Elle le cousit dans l'ourlet de sa robe cette nuit-là, les doigts stables, malgré la peur qui avait le goût du cuivre sur sa langue. La vente commença à 10 heures du matin, sous un ciel si gris qu'il semblait refléter le caractère moral de tout ce qui se déroulait en dessous. Environ 40 personnes s'étaient rassemblées sur la place du tribunal. La plupart étaient venues pour le bétail et le mobilier, quelques-unes seulement pour la marchandise humaine. Nathaniel Puy se tenait sur les marches du tribunal, le contrat de vente à la main, lisant d'une voix forte conçue pour porter à travers la place. Il décrivit Clara avec la même intonation qu'il aurait utilisée pour un cheval boiteux. Femme, environ 23 ans, habituée à la maison, sait lire, bien que cette compétence soit d'une valeur discutable. Actuellement enceinte, mise à prix, 12 centimes. Un murmure parcourut la foule. 12 centimes. Quelque chose n'allait pas. Plusieurs hommes qui s'étaient préparés à enchérir perdirent aussitôt tout intérêt. Pourquoi risquer de l'argent sur une propriété manifestement défectueuse? Silas Guthrie se tenait près du front, le chapeau baissé, le visage impassible. Il attendait que la foule se disperse, que plus personne ne mise pour pouvoir acheter Clara pour la somme dérisoire prévue par Duncan et qu'elle devienne sa propriété à traiter comme il l'entendait. Mais un événement inattendu se produisit. Un homme au fond de la foule leva la main. « 12 centimes » lança-t-il. Toutes les têtes se tournèrent. C'était un étranger, grand, mince, vêtu d'un manteau de voyage couvert de poussière. Son visage portait les marques du travail au grand air, mais sa posture n'était pas celle d'un ouvrier.
Il se tenait trop droit, regardait les gens trop directement dans les yeux. Nathaniel Puy hésita. « Vous misez 12 centimes pour cette propriété. Je suis... Votre nom, monsieur ?» « Isaiah Mercer. » Puis jeta un coup d'œil à Silas Guthrie, qui observait l'étranger avec un air de confusion réelle. Cela ne faisait pas partie du plan. Duncan avait prévu que Guthrie soit le seul enchérisseur. Qui était cet homme? « Avez-vous 12 centimes, monsieur Mercer ?» Isaiah Mercer s'avança, sortit de sa poche 12 pièces de cuivre et les déposa sur le pupitre devant Puit. « Oui. » Depuis sa position près de la porte du tribunal, le juge Crenshaw observait la scène avec un intérêt croissant. Il était venu assister à la vente pour s'assurer que le plan de Duncan se déroule sans heurts. Mais une variable inconnue venait d'entrer dans l'équation. Puit regarda désespérément Guthrie. Le visage du contremaître s'était empourpré. Il comprenait ce qui se passait. S'il enchérissait 13 centimes, il révélerait son intérêt et attirerait l'attention sur une transaction censée rester discrète. Duncan lui avait expressément ordonné d'attendre qu'il n'y ait plus de concurrents pour faire croire qu'il rendait service à Bellamont en se débarrassant d'un pot bien, sans valeur. Mais s'il ne misait pas, Clara partirait avec cet étranger. Les secondes s'étirèrent. La foule retenait son souffle. Finalement, Silas Guthrie parla. 13 centimes. Isaiah Mercer ne tarda pas. 25 centimes. 50 centimes, aboya Guthrie. 1 dollar. La foule était captivée. Ce n'était pas ainsi que ces ventes se déroulaient d'ordinaire. 2 hommes se disputant une femme vendue au prix d'un rebut. Que savaient-ils qu'eux ignoraient? Guthrie offrit 2 dollars. Mercer répondit 5. À 10 dollars, Guthrie s'arrêta. Non par manque de moyens, mais parce que Duncan lui avait donné des instructions précises. Ne pas trop payer, ne pas attirer l'attention. Le but était d'acquérir Clara discrètement, comme si elle ne valait rien. Mais cela n'était plus insignifiant. 10 dollars une fois, annonça Puit, la voix hésitante. 10 dollars 2 fois. Il attendit, cherchant du regard le juge Crenshaw. Celui-ci hocha lentement la tête. Adjugé à M. Isaiah Mercer pour 10 dollars. Clara Hara, qui se tenait à côté des marches du tribunal, les mains liées, la grossesse visible sous sa robe fine, regarda l'homme qui venait de l'acheter. Isaiah Mercer croisa son regard. Son visage resta impassible, mais Clara y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. La reconnaissance. Le contrat fut signé en quelques minutes. Mercer paya les 10 dollars en pièces, comptées une à une, sur le bureau de Puit. Le juge Crenshaw signa en témoin. Légalement, Clara Hara appartenait désormais à un homme qu'elle n'avait jamais vu avant ce matin-là. Mais l'irrégularité de la vente avait attiré l'attention. Alors que Mercer l'emmenait vers une charrette à l'extérieur de la place, Duncan Fairholme sortit du tribunal où il observait par la fenêtre. « Monsieur Mercer !» appela-t-il d'une voix tranchante, habitué à l'obéissance. « Un moment, je vous prie. » Mercer s'arrêta sans lâcher le bras de Clara. Quand il se tourna vers Duncan, son expression resta neutre. « Monsieur Fairholme, vous n'êtes pas de cette paroisse. »« Non. »« Qu'est-ce qui vous amène à Sainte Helena ?»« Les affaires. » Duncan fit un pas en avant. Il cherchait à comprendre cet homme, à percer ce mystère. Cette vente devait être simple, contrôlée. Elle ne l'était plus. « Quel genre d'affaires ?»« Les miennes, » répondit Mercer calmement. La transaction était légale, le juge l'a validée, à moins que vous n'ayez une objection à formuler. C'était un défi déguisé en question. Duncan le comprit immédiatement. S'il s'opposait, il lui faudrait une raison valable. Et quelle raison pouvait-il donner? Qu'il avait volontairement sous-évalué Clara pour humilier son frère? Qu'il avait prévu que son contremaître l'achète pour des raisons qu'il préférait ne pas dévoiler? Aucune objection, dit-il lentement. Mais je suis curieux. Que comptez-vous faire d'une propriété achetée à si bas prix? C'est mon affaire, monsieur Fairholme. Bonne journée. Mercer tourna les talons et continua vers la charrette. Clara marchait à ses côtés, l'esprit en tumulte. Rien n'avait de sens. Cet homme avait défié Silas Guthrie, payé 10 dollars, une somme importante, pour une femme vendue comme rebut.
et lorsqu'elle avait croisé son regard, elle avait vu quelque chose qui l'avait glacée. Il la connaissait. Pas seulement son nom ou sa condition, il la connaissait. Ils atteignirent d'eau la charrette, un simple chariot de ferme couvert d'une toile. Mercer l'aida à monter, son geste distant mais sans brutalité. Puis il s'assit à l'avant, saisit les rênes et lança le cheval. Ils traversèrent Greensburg en silence, passant devant les boutiques, les maisons, l'église au clocher blanc, jusqu'à quitter les terres cultivées pour la forêt de pinces. Ce n'est qu'une fois le village hors de vue qu'Isaiah Mercer parla. « Vous ne vous souvenez pas de moi. »« Devrais-je » répondit Clara prudemment. « Richmond, août 1845. Vous aviez 15 ans. J'étais là, le jour où on vous a vendu. » Le sang de Clara se glaça. « Vous étiez à l'enchère. »« Oui, je travaillais pour un homme nommé Ephraim Dalton, un marchand d'esclaves. Je conduisais ses charrettes, gérais ses biens. J'ai vu votre famille sur l'estrade. J'ai vu votre mère hurler quand on vous a séparés. J'ai vu Edmund Fairholme payer 700 $ et vous emmener. »« Alors vous n'êtes pas différent des autres » dit Clara, la voix dure. « Je n'étais pas différent, » corrigea Mercer. « Je ne le suis plus. » Il sortit de sa poche un papier plié et, sans quitter la route des yeux, le tendit à Clara. « Lisez. » Elle déplia le document d'une main tremblante. C'était un acte d'affranchissement, un document qui, une fois signé et enregistré, garantissait la liberté d'un esclave. Le nom inscrit était le sien, Clara Hara, sans nom de famille. Sa description y figurait. L'âge, la cicatrice sur l'avant-bras gauche. En bas, l'espace pour la signature du propriétaire, vide. Le nom, Isaiah Mercer. « Je ne comprends pas, » murmura Clara. « Il y a 8 ans, j'ai vu votre famille détruite sur un bloc de vente, » dit Mercer d'une voix calme, mais chargée de honte et de douleur. « Je me disais que je ne faisais que mon travail, que je n'étais pas responsable du système. Puis, une nuit à la Nouvelle-Orléans, j'ai vu Ephraim Dalton battre un homme à mort pour 5 $, lentement, et j'ai compris que chaque personne, si petite soit sa part, faisait fonctionner cette machine. Alors je suis parti. Je suis monté au nord. J'ai travaillé avec des gens qui tentaient de détruire ce que j'avais contribué à construire. » Il marqua une pause pour contourner une branche tombée. « Il y a 3 mois, un homme est venu à une réunion à Cincinnati. Il s'appelait William Fairholme. Il nous a parlé d'une femme en Louisiane, enceinte de son enfant, que son frère allait se vendre à un contremaître connu pour sa cruauté. Il nous a donné la date et le lieu de la vente. Il a demandé si quelqu'un pouvait aider. » Clara porta instinctivement la main à son ventre. « William vous a envoyé. »« Il m'a payé, » répondit Mercer. « Pas pour vous acheter, mais pour vous emmener au nord, dans une maison sûre, en Illinois, un endroit où vous et votre enfant serez libres. » Clara fixa le document dans ses mains. Liberté. Ce mot semblait irréel, une promesse trop souvent trahie. « Où est William ?» demanda-t-elle. Le silence de Mercer précéda sa réponse. « Il était mort il y a 2 semaines, une fièvre, disent-ils. Il était au Kentucky, aidant d'autres à fuir. Mais ceux avec qui je travaille pensent que ce n'était pas une fièvre. Ils pensent que quelqu'un de Louisiane l'a retrouvé. » Clara ferma les yeux. William, imprudent, idéaliste, celui qui lui avait lu des poèmes, celui qui avait au moins essayé. « Duncan l'a fait tuer, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Nous ne pouvons pas le prouver, mais oui, je le crois. Alors qu'on pensait que le pire de cette histoire était passé, que Clara Hara allait enfin goûter à la liberté, la véritable horreur de ce qui s'était passé dans la paroisse de Sainte Helena allait se révéler. Mais quelque chose n'allait pas. Clara ne pouvait pas le formuler avec précision, mais des années de survie lui avaient appris à faire confiance à son instinct. Et son instinct lui disait qu'Isaiah Mercer mentait. Pas surtout, peut-être que son histoire à propos de Richmond était vraie, peut-être que sa honte était sincère, mais quelque chose dans ce sauvetage semblait faux, mis en scène, comme s'il suivait un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Elle repensa à la vente aux enchères, au moment parfaitement calculé de l'arrivée de Mercer, à la façon dont il avait su exactement quand et où
enchérir, à la facilité avec laquelle il avait surpassé Silas Guthrie. Trop facile. Duncan Fairholme ne faisait pas d'erreur. Il planifiait tout avec la précision d'un général disposant ses troupes. S'il avait voulu que Clara aille chez Guthrie, elle y serait allée. À moins que Duncan n'ait voulu autre chose. La réalisation la traversa comme une eau glacée. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une chasse. La charrette continua vers le nord tout l'après-midi, suivant des routes de plus en plus rudes et isolées. Mercer expliqua l'itinéraire. Ils éviteraient dans les grandes routes, voyageraient surtout la nuit, s'appuieraient sur un réseau de refuges tenu par des familles de Noirs libres et des Blancs compatissants. Il faudrait des semaines pour atteindre l'Illinois, des mois avant que Clara soit vraiment en sécurité. Mais quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait le dire clairement, mais elle sentait qu'Isaiah Mercer mentait. Pas sur tout. Son récit de Richmond pouvait être vrai, sa honte réelle. Mais ce sauvetage semblait jouer, comme s'il suivait les ordres de quelqu'un d'autre. Elle pensa à la vente, à l'heure exacte de l'arrivée de Mercer, à la précision de ses gestes, à la facilité avec laquelle il avait vaincu Silas Guthrie. Trop facile. Duncan Fairholme ne faisait pas d'erreur. Il avait tout prévu. Si Clara devait finir chez Guthrie, elle y serait déjà, à moins qu'il n'ait voulu qu'autre chose se produise. La vérité tomba sur elle comme un seau d'eau glacée. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une chasse. Ils campèrent pendant cette nuit-là dans une clairière, à plusieurs milles de toute habitation, assez loin pour que la lumière du feu ne soit visible de personne. Mercer alluma un petit feu et offrit à Clara un peu de viande séchée et de pain de maïs. Elle mangea machinalement, l'esprit en alerte, pesant toutes les possibilités. Si Duncan avait voulu sa mort, il aurait pu la faire tuer, à Bellamont. Simple, silencieux. Les femmes esclaves disparaissaient souvent, sans question. Mais Duncan ne voulait pas sa mort. Il voulait la ruine totale de William. Et William était déjà parti, hors de sa portée. Duncan avait besoin d'autre chose, d'une preuve que la trahison de William portait des conséquences. Il voulait que l'enfant que Clara portait souffre, et surtout que cette souffrance soit la faute de William. L'évasion avait été conçue pour échouer. Mercer ne la sauvait pas. Il la livrait à quelque chose de pire que Silas Guthrie. Quelque part sur cette route, il serait intercepté par des chasseurs d'esclaves, des hommes qui prétendraient qu'elle s'était enfuie. L'acte de vente serait déclaré frauduleux. Clara serait rendue à Duncan dans des conditions qui feraient passer sa punition pour une justice, non pour une cruauté. Et puisque William avait organisé l'évasion, l'avait payée, avait impliqué des abolitionnistes, Duncan pourrait dire que la souffrance de Clara était le fruit des sentiments de son frère, des sentiments qui avaient empiré les choses. C'était une vengeance parfaite. La seule question était « quand le piège se refermerait-il » Clara attendit que Mercer se soit adossé à un arbre, de l'autre côté du feu, le chapeau sur les yeux. Quand sa respiration devint plus lente, elle glissa la main sous l'ourlet de sa robe et en sortit le petit couteau que Betty lui avait donné. La lame était courte, mais affûtée. Elle la testa sur son pouce, sentit la coupure. Elle pouvait le tuer maintenant, pendant son sommeil. Ce serait facile. Mais après, elle était enceinte, seule, perdue dans une forêt de Louisiane sans argent, sans carte, sans alliés. Même si elle atteignait une route, elle serait capturée en quelques jours. Une femme noire enceinte, voyageant seule, attirerait forcément les questions. Le couteau n'était pas la réponse. Peut-être que l'honnêteté l'était. « Je sais que tout cela était faux », dit-elle doucement. Mercer ne bougea pas. Quelques secondes passèrent. Puis, il releva lentement son chapeau et la fixa à travers le feu. « Explique. C'est Duncan qui a tout prévu. Il voulait que j'essaie de m'enfuir. Il voulait que j'échoue. Tu fais partie de son plan. » Le visage de Mercer resta impassible. « Pourquoi j'accepterais un tel plan? Pour l'argent ou pour ta sécurité? Peut-être qu'il t'a menacé de te dénoncer pour avoir aidé des fugitifs. Peut-être qu'il t'a payé plus que William. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce n'est pas ce que tu m'as dit. » Le feu crépitait entre eux. Dans le noir, un hibou ulula. Enfin, Mercer parla. « Tu es plus intelligente que William ne le croyait. » Clara serra le couteau. « Alors j'avais raison. En partie.
Oui, Duncan sait pour l'évasion. Oui, il a prévu qu'elle échoue. Mais tu te trompes sur mes raisons. Lesquelles? Parce que si je n'avais pas accepté, un autre l'aurait fait. Et cet autre t'aurait livré à des chasseurs d'esclaves qui t'auraient même fait subir des choses que je ne décrirai pas. Duncan m'a laissé un choix, te conduire au nord et te livrer à ces hommes sans te blesser, ou refuser et voir quelqu'un d'autre t'enlever dans la souffrance. Clara eut un rire amer. Alors tu as choisi la trahison miséricordieuse. J'ai choisi de te donner une chance. Quelle chance? Tu viens de dire qu'on sera intercepté. Oui, demain, à une vingtaine de milles d'ici. 4 hommes nous attendront avec des papiers prouvant que tu es une fugitive et une autorisation du juge Crenshaw pour te ramener à Bellamont. Légalement, ils seront dans leurs droits. Alors je n'ai aucune chance. Tu en as une, exactement une, répondit Mercer. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit une petite bourse en cuir qu'il lança à travers le feu. Il y a $150 là-dedans, et une lettre de recommandation pour une famille à Natchez, des gens libres de couleur qui peuvent t'aider à disparaître. Pas vers le nord, c'est là que Duncan t'attend, mais vers le sud, à la Nouvelle-Orléans, puis en bateau jusqu'au Mexique. C'est plus long, plus dangereux, mais possible. Clara ouvrit la bourse. L'argent était réel. La lettre aussi. Pourquoi fais-tu ça? Parce que je le pense vraiment. Je ne suis plus l'homme que j'étais à Richmond. Et parce que William, malgré ses fautes, a essayé de faire une chose juste. Je ne laisserai pas Duncan transformer cette décence en arme. Mais tu vas quand même me trahir. Ils vont intercepter quelqu'un, corrigea Mercer. Pas forcément toi. Il se leva, alla à l'arrière de la charrette et revint avec un paquet de vêtements. Une robe semblable à celle de Clara, mais plus grande. Un châle, un bonnet. Il y a un hameau à 8 milles au sud, dit-il. De petites familles libres, des blancs pauvres. Là-bas vit une femme, Ruth Chambers. Elle a à peu près ta taille, ta couleur de peau, et elle meurt de la tuberculose. Il lui reste quelques semaines. J'ai parlé à sa famille hier. Je leur ai donné $50 pour nous aider. Clara le fixa. Je ne comprends pas. Demain matin, tu prendras cet argent et ces vêtements. Tu iras au sud, chez les Chambers. Tu leur diras qu'Isaiah t'envoie. Ils te cacheront jusqu'à ce que les hommes de Duncan soient passés. Ensuite, ils t'aideront à rejoindre Natchez. Et Ruth prendra ta place dans la charrette. Elle ne peut presque plus marcher, mais elle pourra s'asseoir droite, couverte d'un châle et d'un bonnet. De loin, elle te ressemblera. Quand les hommes de Duncan nous arrêteront demain, ils prendront Ruth. Quand ils comprendront leur erreur, tu seras déjà loin. Clara sentit le vertige la gagner. Ruth va mourir. Ruth est déjà en train de mourir, et sa famille a besoin d'argent pour l'enterrer dignement et nourrir ses enfants. Ainsi, sa mort aura un sens. C'est de la folie. C'est ta seule chance, répondit Mercer d'un ton sec. Duncan contrôle toutes les routes du Nord. Il a l'argent, le pouvoir et la loi de son côté. Tu ne peux pas l'affronter. Tu dois disparaître. Clara regarda le couteau, puis l'argent, puis le visage de Mercer, à moitié dans l'ombre. Si je fais ça, Duncan saura que tu m'as aidé. Il te poursuivra. Il essaiera, admit Mercer, mais je suis plus difficile à attraper que toi. Pourquoi? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Pourquoi risquer tout ça pour moi? Mercer resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus douce. À Richmond, quand on t'a séparé de ta mère, tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu étais restée droite sur ce bloc, et tu as regardé les hommes qui enchérissaient sur toi avec un regard qui disait que tu savais exactement qui ils étaient. Tu avais 15 ans et plus de dignité que tous réunis. Ce regard me hante depuis 8 ans. Il est temps que je fasse quelque chose pour mériter de l'oublier. Les larmes montèrent mais Clara refusa de les laisser couler. Pleurer était un luxe que les femmes esclaves ne pouvaient pas se permettre. Les larmes étaient vues comme une faiblesse, une acceptation. Elle avait appris à transformer sa douleur en pierre. Mercer reprit, plus bas, comme si la forêt pouvait entendre. « Il y a autre chose que tu dois savoir à propos de Duncan Fairholme. » « Quoi donc? » « William nous a dit des choses avant de mourir, sur son frère, sur Bellamont.
Tu n'étais pas la première. Le sang de Clara se glaça. La première femme que Duncan a vendue à Silas Guthrie. Il y en a eu 3 autres ces 5 dernières années. Toutes jeunes, toutes servantes de maison. Duncan provoquait un prétexte, un incident mineur, puis les vendait à Guthrie. Toujours pour un prix étrangement bas, toujours avec des papiers légaux, toujours sous le regard du juge Crenshaw. Et qu'est-il arrivé à ces femmes? 2 sont mortes dans l'année. L'une de blessures que Guthrie disait accidentelles, l'autre d'une fièvre, disait-il. Mais les gens de Bellamont savaient qu'elle avait été battue à mort. La 3e femme, elle s'appelait Sarah. Elle disparut complètement. Guthrie affirma qu'elle s'était enfuie. Personne ne la revit jamais. Clara pensa à Betty, la vieille cuisinière qui lui avait donné le couteau. Betty avait dû connaître ces femmes, les voir disparaître l'une après l'autre, et comprendre exactement quel sort attendait Clara si elle tombait entre les mains de Guthrie. Pourquoi Duncan ferait-il cela? Demanda Clara, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Parce qu'il le pouvait, répondit simplement Mercer. Parce que la loi lui donnait un pouvoir absolu sur les gens qu'il possédait. Et le pouvoir absolu révèle ce que les hommes sont vraiment. Duncan Fairholme est un homme qui prend plaisir à la souffrance des autres, surtout des femmes, surtout de celles qui montrent dans de l'intelligence, de la dignité ou toute autre qualité qui menace son sentiment de supériorité. Et le juge Crenshaw a permis cela. Le juge Crenshaw l'a facilité. Chaque vente était légale, chaque transfert de propriété dûment enregistré. Le juge ne demandait jamais pourquoi ces femmes étaient vendues si bon marché. Il ne questionnait jamais le schéma. Il signait simplement les papiers et encaissait ses honoraires. Clara baissa les yeux vers le couteau dans sa main. 3 femmes avant elle, toutes détruites par le même mécanisme, toutes effacées de l'histoire aussi complètement que si elles n'avaient en fait jamais existé. William savait cela, n'est-ce pas? Oui, il l'a découvert il y a environ 1 an. Il a trouvé des documents dans le bureau de Duncan. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à lire la littérature abolitionniste, qu'il a commencé à croire que le système lui-même était le problème, et pas seulement la cruauté de quelques individus. Il a essayé de convaincre Duncan de libérer les esclaves de Bellamont. Il lui a même proposé de renoncer à son héritage si Duncan acceptait de les affranchir. Duncan a ri de lui. Mercer jeta une autre branche dans le feu. Quand tu es tombée enceinte, William y a vu une chance de faire quelque chose de juste, de sauver au moins une personne de la machine. Il a contacté des abolitionnistes à Cincinnati, leur a donné tout ce qu'il possédait et a organisé ton évasion. Mais Duncan a découvert comment. Nous pensons que quelqu'un à Cincinnati nous a trahis, quelqu'un qui a vendu l'information à des chasseurs d'esclaves, qui eux-mêmes l'ont revendu à Duncan. Quand William s'est rendu compte que le plan était compromis, il était déjà trop tard. Duncan avait déjà réorganisé toute la vente pour s'assurer que tu finirais exactement où il le voulait. Alors pourquoi William est-il allé au Kentucky s'il savait que le plan avait échoué? Les mâchoires de Mercer se crispèrent, parce qu'il essayait de trouver une autre solution. Il pensait que s'il pouvait atteindre le réseau du chemin de fer clandestin, s'il pouvait envoyer des messages à des conducteurs opérant en Louisiane, il pourrait organiser un second sauvetage, quelque chose que Duncan ne prévoirait pas. Mais Duncan l'a trouvé le premier. L'influence de Duncan est plus grande que nous ne l'imaginions. Il a des contacts parmi les chasseurs d'esclaves dans 5 États, des hommes qui gagnent leur vie en traquant d'autres êtres humains. Quand William a commencé à poser des questions au Kentucky, quelqu'un l'a dénoncé. 3 jours plus tard, William était mort. Clara absorba lentement cette information. William, le naïf, l'idéaliste. William avait essayé, vraiment essayé. Et même après l'échec de son premier plan, il avait continué. Cela devait bien signifier quelque chose, même si cela n'avait rien changé au final. La fièvre, c'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous ne le saurons jamais avec certitude, répondit Mercer. Son corps a été retrouvé dans une pension à Louisville. Le propriétaire disait que William était malade depuis 2 jours
qu'il se plaignait de douleurs à l'estomac, de vomissements, et qu'il était mort dans son sommeil. Mais l'un des abolitionnistes qui a vu le corps, ensuite, a dit que les ongles de William étaient automne bleus, ses lèvres décolorées. Ce sont des signes d'empoisonnement, pas de fièvre. Duncan a empoisonné son propre frère, ou payé quelqu'un pour le faire. Dans tous les cas, William était devenu un problème que Duncan devait éliminer. Et Duncan sait éliminer les problèmes sans jamais se salir les mains. Clara réfléchit à tout cela, à un homme si obsédé par le contrôle qu'il pouvait tuer son propre frère, à un système qui donnait à de tels hommes le pouvoir et appelait cela « civilisation ». Mais s'il a pu tuer William en faisant croire à une mort naturelle, dit-elle lentement, il pourrait te tuer toi aussi. Tu comprends cela? Oui. Alors ce plan que tu as, m'envoyer vers le sud pendant que Ruth prend ma place, ne fonctionnera que si Duncan croit que tu essaies bien vraiment de m'aider à fuir. S'il soupçonne que tu l'as trahi, tu es un homme mort. Je le sais. Alors pourquoi risquer cela? Mercer la regarda droit dans les yeux. Parce que j'en ai assez d'être celui qui détourne le regard. Assez de me dire que je ne fais qu'obéir aux ordres, que je ne fais qu'un travail, que j'essaie juste de survivre dans un système que je n'ai pas créé. Chaque personne qui se trouve une excuse, qui choisit sa propre sécurité au détriment de la souffrance d'autrui, rend ce système plus fort. Je ne peux pas abolir l'esclavage à moi seul, mais je peux sauver une personne. Je peux faire une chose qui compte. Clara comprit alors que c'était la même logique qui avait animé William, la même logique belle et vouée à l'échec, mais aussi la seule qui ait jamais changé quoi que ce soit. « J'irai vers le sud, dit-elle. Mais je dois savoir une chose d'abord. La famille Ann Chambers, comment les as-tu trouvés? J'ai voyagé en Louisiane pendant 3 mois pour préparer ton évasion. J'ai pris contact avec plusieurs communautés. J'ai offert de l'argent à des familles prêtes à aider. Les Chambers faisaient partie des 3 qui ont accepté. 3 familles? Tu avais prévu plusieurs itinéraires d'évasion? J'avais prévu des imprévus, répondit-il. Duncan n'est pas le seul à pouvoir penser plusieurs coups à l'avance. Clara sentit quelque chose bouger en elle. Cet homme, ce même homme qui, 8 ans plus tôt, avait participé à la destruction de sa famille, avait passé 3 mois à préparer son salut, risquant sa vie, planifiant des issues de secours avec le même soin méticuleux que Duncan mettait à planifier sa cruauté. Peut-être que la rédemption n'était pas un geste héroïque unique, mais un long travail patient pour devenir quelqu'un de différent. « Et Ruth ?» demanda Clara. « Quand les hommes de Duncan se rendront compte qu'ils ont la mauvaise femme, que lui feront-ils ?»« Rien, » répondit Mercer. « Elle sera déjà en train de mourir. Quand ils découvriront la substitution, Ruth sera probablement inconsciente ou délirante à cause de la fièvre. Ils ne peuvent même pas torturer quelqu'un d'aussi affaibli. Et ils ne peuvent pas prouver qu'elle a participé volontairement à la supercherie. Pour tout le monde, j'aurais simplement commis une erreur. J'ai cru que Ruth, c'était toi. Duncan n'acceptera pas cette explication. Il n'a pas besoin de l'accepter, dit Mercer. Il lui suffira d'admettre qu'il ne peut pas prouver le contraire. Et sans preuve, même Duncan Fairholme a des limites à ce qu'il peut faire publiquement. Clara n'en était pas entièrement convaincue, mais elle n'avait pas d'alternative meilleure. Elle pensa à Ruth Chambers, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée et qui sacrifiait ses derniers jours pour lui offrir une chance de liberté. C'était une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. « Je veux la voir, » dit Clara. « Avant de partir, je veux la remercier. Ce n'est pas prudent. Moins vous en saurez l'une sur l'autre, plus vous serez en sécurité. »« Je me fiche de la sécurité, » dit Clara d'une voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Une femme meurt pour moi. Le minimum que je puisse faire, c'est la regarder en face et lui promettre que je ne gaspillerai pas ce qu'elle me donne. » Mercer la regarda longuement, puis acquiesça. « Nous nous arrêterons à la colonie demain matin. Tu auras 15 minutes. Pas plus. » Ils atteignirent la colonie Chambers juste après l'aube. Ce n'était pas une ville, mais un petit regroupement de cabanes autour d'un puits, abritant une trentaine de personnes. Surtout des familles sont noires libres, et quelques de familles blanches, trop pauvres pour se soucier des hiérarchies raciales.
un lieu absent de toutes les cartes officielles, niché dans les interstices des paroisses, survivant grâce à son invisibilité. Ruth Chambers vivait dans la plus petite cabane, à la lisière du hameau. Son mari était mort 2 ans plus tôt dans un accident de bûcheronnage. Ses 3 enfants, âgés de 4 à 12 ans, étaient gardés par des voisins pendant que leur mère vivait ses derniers jours dans une paix relative. Relative, car la tuberculose ne permettait pas une mort paisible. Elle vous creusait lentement, transformait vos poumons en chair inutile, faisait de chaque respiration une lutte que vous saviez perdue d'avance. Clara entra dans la cabane, Mercer derrière elle. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par une petite fenêtre couverte de papier huilé. L'air sentait la maladie et la sauge, la seconde brûlant vainement pour masquer la première. Ruth gisait sur un lit étroit contre le mur du fond. Elle était si maigre que son corps soulevait à peine la couverture. Sa peau avait la teinte grisâtre de ceux dont les organes abandonnent, mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur Clara, étaient clairs. « C'est toi, » dit Ruth d'une voix à peine audible. « Je suis Clara, » répondit-elle. « On m'a dit que tu valais la peine d'être sauvée. Je voulais voir si c'était vrai. » Clara s'approcha du lit. « Je ne sais pas si je vaux ce que tu me donnes. »« Personne ne vaut une vie, » répondit Ruth. « Mais ce n'est pas pour cela que j'ai accepté. J'ai accepté parce que mes enfants ont besoin de l'argent que M. Mercer a payé. Parce que je vais mourir de toute façon. Et si je dois mourir, je préfère que ma mort ait un sens. »« Tes enfants, » demanda Clara, « que va-t-il leur arriver ? » ?»« Ma sœur s'en occupera. L'argent que M. Mercer nous a donné suffira pour les nourrir tout l'hiver, peut-être pour acheter un petit lopin de terre. C'est plus que ce que j'aurais pu leur offrir autrement. » Clara sentit à nouveau les larmes lui brûler les yeux. Elle s'agenouilla près du lit et prit la main de Ruth. Les os étaient légers comme ceux d'un oiseau. « Je me souviendrai de toi, » dit Clara. « Je parlerai de toi à mon enfant, de ce que tu as fait. Ton nom ne sera pas oublié. » Ruth esquissa un faible sourire. « Les noms ne comptent pas beaucoup là où je vais, mais si cela te réconforte, souviens-toi, assure-toi seulement de vivre, assure-toi que cet enfant vive. Ne laisse pas ma mort être vaine. »« Je vivrai, » promit Clara, « quoi qu'il en coûte. » « Bien. » Les yeux de Ruth se fermèrent un instant. « Maintenant, pars. Monsieur Mercer t'expliquera la suite, et ne te retourne pas. Se retourner ne fait qu'aggraver le départ. » Clara serra une dernière fois la main de Ruth, puis se leva. Alors qu'elle se tournait vers la porte, Ruth parla encore. « Une chose de plus. Quand ils me prendront demain, quand les hommes de Duncan Fairholme comprendront que je ne suis pas toi, ils seront furieux. Ils diront des choses cruelles. Ils me menaceront. Mais ils ne me feront pas de mal. J'y veillerai. »« Comment ?» demanda Clara. Ruth rouvrit les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose de farouche, malgré la faiblesse de son corps. « Parce que je serai déjà morte. » Clara se figea. « Que veux-tu dire ?» Mercer s'avança. « Ruth et moi en avons parlé. Le moment doit être parfaitement synchronisé. Si elle meurt pendant l'interception, avant que les hommes de Duncan puissent l'interroger, ils n'auront aucun levier. Ils ne peuvent pas prouver la tromperie. Ils ne peuvent même punir personne. Tout ce qu'ils peuvent bien faire, c'est admettre leur échec. « Vous prévoyez de mourir au moment exact ?» demanda Clara, incrédule. « Je prévois de mourir à mes propres conditions, » rectifia Ruth. « La tuberculose m'emportera de toute façon dans quelques semaines. De cette manière, je choisis quand et comment. Ainsi, ma mort sert à quelque chose, au lieu d'être une tragédie de plus. » Clara comprit. Ruth avait donc un médicament, probablement donné par le médecin de la colonie, de l'opium ou de la morphine, destiné à soulager sa douleur dans ses derniers jours, et elle comptait en prendre une dose mortelle, délibérément, afin que sa mort survienne pendant l'interception, faisant ainsi échouer tout le plan de Duncan. C'était à la fois brillant et horrible. « Vous avez tout prévu, » murmura Clara. « Non, » répondit Ruth. « C'est M. Mercer qui a tout prévu. Moi, je ne fais qu'accepter. Maintenant, partez, avant que je me remette à tousser et que je gâche ce moment dramatique. » Clara aurait voulu dire davantage,
expliquait qu'elle comprenait la grandeur de ce que Ruth faisait, qu'elle porterait cette dette jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle veillerait à ce que les enfants de Ruth sachent que leur mère était morte en héroïne. Mais les yeux de Ruth s'étaient déjà fermés. Sa respiration était courte et laborieuse. Mercer, lui, se tenait déjà à la porte, lui faisant signe de sortir. Alors elle partit. Elle quitta cette cabane sombre, sachant qu'elle ne reverrait jamais Ruth Chambers, sachant que dans 2 jours, la femme allongée sur ce lit serait morte précisément pour offrir à Clara une chance de vivre. Dehors, le soleil du matin réchauffait déjà l'air. Mercer remit à Clara la bourse de cuir contenant l'argent et la lettre d'introduction. Il y a un sentier derrière cette cabane qui mène vers le sud à travers la forêt, dit-il. Suis-le sur environ 3 miles. Il te mènera à une route. Prends la route vers l'ouest jusqu'à une taverne appelée The Black Swan. Le propriétaire s'appelle Marcus. Dis-lui qu'Isaiah t'envoie. Il saura quoi faire. Ensuite, suis les instructions dans la lettre. Ne fais confiance à personne qui n'utilise pas les mots de passe qui y sont inscrits. Ne voyage que la nuit. Évite les routes principales. Va à Natchez. Monte à bord d'un navire. Pars pour le Mexique. Disparaît si complètement que Duncan Fairholme passe le reste de sa vie à se demander ce qui t'est arrivé. Clara hocha la tête. Elle ajusta le baluchon de vêtements sous son bras, sentit le poids de la bourse. « Et vous » demanda-t-elle. « Je continuerai vers le nord avec Ruth. Je la livrerai aux hommes de Duncan, puis je disparaîtrai moi aussi. Il vous traquera. »« Qui le sait ?» répondit Mercer avec un sourire amer. « J'ai passé ma vie à fuir. J'y suis très bon. » Clara voulut le remercier, dire quelque chose de profond sur la rédemption, les secondes chances et la possibilité de changer. Mais les mots lui semblèrent insuffisants. Alors, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle le prit dans ses bras. Mercer se figea, surpris par ce contact, puis lentement, prudemment, il lui rendit son étreinte. « Merci, » murmura Clara. « Survie, » répondit Mercer. « C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. » Ils se séparèrent. Clara se tourna vers le sentier indiqué par Ruth. Elle ne se retourna pas. Regarder en arrière ne faisait que rendre le départ plus difficile. Derrière elle, Isaiah Mercer observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les arbres. Puis il retourna à la cabane où Ruth Chambers agonisait, où un plan avait été mis en marche, un plan qui sauverait peut-être la vie de Clara ou détruirait tous ceux qui y participaient. Les 24 prochaines heures en décideraient. Clara partit avant l'aube, portant la bourse en cuir et le petit paquet de vêtements sous le bras. Mercer la regarda s'éloigner, silhouette noire dans la lumière grise du matin, puis attela la charrette. Quand le soleil se leva, Ruth Chambers était assise à l'arrière, enveloppée dans le châle de Clara, le visage caché sous un bonnet. Elle était si maigre que le coussin de grossesse, fabriqué de chiffon et attaché à sa taille, paraissait presque crédible. Ils roulèrent vers le nord toute la matinée. Ruth ne parlait pas. La maladie avait pris sa voix depuis longtemps. Elle se balançait simplement au rythme de la charrette, respirant avec difficulté. Vers 2 heures de l'après-midi, 4 Lerompe à cheval apparurent sur la route. Ils correspondaient exactement à la description donnée par Mercer. Des hommes durs, armés, sûrs de leur impunité. Leur chef, un certain Porter, s'approcha de la charrette avec des papiers à la main. « Isaiah Mercer ? » ?»« Oui. Nous avons un mandat pour le retour d'une propriété fugitive. Une femme noire nommée Clara s'est enfuie de la plantation de Bellamont. Nous avons des raisons de croire qu'elle est en votre possession. »« J'ai acheté cette femme légalement, » répondit Mercer. « J'ai l'acte de vente. » L'acte a été obtenu sous de faux prétextes. Le juge Crenshaw a annulé la transaction. La femme doit être rendue à son propriétaire légitime. Porter se dirigea vers l'arrière de la charrette et écarta la toile. Ruth leva vers lui des yeux fiévreux, déjà à moitié dans un autre monde. « C'est elle ?» demanda Porter. Un de ses hommes s'approcha. « Difficile à dire avec le bonnet. Fais-la se lever. »« Elle sera malade, » dit Mercer. « Je n'ai pas demandé ton avis. Fais-la se lever. » Mercer monta à l'arrière et aida doucement Ruth à se lever. Elle chancela, faillit tomber. Le coussin de grossesse glissa légèrement.
Porter fronça les sourcils. Elle a l'air étrange. La tuberculose, répondit Mercer. Elle l'a attrapée pendant le voyage. Je la ramenais vers le sud parce qu'elle est trop malade pour aller plus loin. Commode, grogna Porter. Il saisit le bras de Ruth, la tira vers lui. Le bonnet tomba. Son visage émacié apparut, sa peau grisâtre. Une ressemblance vague avec Clara, peut-être si l'on ne regardait pas trop près. Mais de près, la différence était évidente. « Ce n'est pas elle, » dit Porter lentement. « Je vous assure que si, c'est la femme que j'ai achetée à l'enchère de Greensburg. »« Vous mentez. » Porter repoussa brutalement Ruth, qui s'effondra dans la charrette. Il ordonna à ses hommes de fouiller tout. Ils retournèrent sans les sacs, les provisions, la toile, rien. Porter resta planté là, ses papiers devenus inutiles. Il avait échoué. « Où est-elle » hurla-t-il. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit calmement Mercer. « C'est bien la femme que j'ai achetée. Si ce n'est pas celle que vous cherchez, ce n'est pas mon problème. » Porter fit un pas vers lui. « Duncan Fairholme entendra parler de ça. » « Je l'espère. Peut-être pourra-t-il expliquer pourquoi il harcèle des citoyens respectueux de la loi au sujet de simples litiges de propriété. » C'était une impasse. Porter savait qu'il avait été dupé, mais il ne pouvait pas le prouver. Tuer Mercer signifierait devoir justifier un meurtre injustifié. Enlever Ruth, c'était admettre qu'il s'en prenait à une mourante qui n'était manifestement pas la fugitive. L'un des hommes, James Ridley, ancien chasseur d'esclaves, observait Ruth attentivement. Tout cela lui paraissait étrange. « Il faut la questionner, » dit-il. Porter s'agenouilla près de Ruth, étendue dans la charrette. Ses yeux étaient ouverts, mais vagues. « Où est Clara? Qu'as-tu fait d'elle » Les yeux de Ruth se fixèrent sur lui avec effort. Puis, à la surprise de tous, elle sourit. « Partie, » murmura-t-elle. « Hors de votre portée. Hors de celle de Duncan Fairholme. Elle est libre. »« Où ? » ?»« Je ne vous le dirai jamais. » Le sourire de Ruth s'élargit, du sang sur ses dents. « Vous pouvez me frapper, me torturer, mais je serai morte bien avant que vous n'obteniez une réponse. J'y ai veillé. » Porter comprit. Elle s'était empoisonnée. Elle avait choisi le moment exact de sa mort pour saboter tout le plan. « Idiote, » dit-il, mais sa voix manquait de force. « Tu crois que ça aide quelqu'un ? Duncan la retrouvera tôt ou tard. Il le fait toujours. »« Peut-être, » souffla Ruth. Le sang coulait de sa bouche. « Ou peut-être qu'elle disparaîtra dans un monde où des hommes comme vous n'auront plus aucun pouvoir. Peut-être qu'elle vivra vieille. Peut-être que son enfant naîtra libre. Peut-être que votre système s'effondrera et ne survivra que comme un cauchemar dont nos descendants auront du mal à croire la réalité. » Sa respiration se coupa, reprit, puis s'arrêta. « Je meurs en sachant que j'ai détruit ce que Duncan a mis des mois à bâtir. Et vous, monsieur Porter, de quoi mourrez-vous? D'avoir chassé des êtres humains pour de l'argent? D'avoir servi un système qui broie les âmes? D'avoir choisi la cruauté quand vous pouviez choisir la miséricorde? » Ruth Chambers expira une dernière fois. Elle mourut là, sur la route, sous le soleil brûlant de Louisiane. Porter resta debout une minute entière, silencieux. Puis il dit « On l'enterre ici. On dira à Duncan qu'on a intercepté la charrette, mais que la femme était morte avant qu'on puisse l'interroger. On dira que Mercer prétendait que c'était la femme de l'enchère, mais qu'on n'a pas pu vérifier avant sa mort. On dira que la piste est froide. »« Duncan saura qu'on a échoué, » dit un des hommes. « Duncan saura qu'on a été devancé, » corrigea Porter. « Mais sans preuve, il ne pourra rien faire. » Ils enterrèrent Ruth Chambers dans une tombe peu profonde, au bord de la route. Pas de pierre, pas de prière. Juste un autre corps noir, rendu à la terre de Louisiane. Isaiah Mercer regarda la tombe sans un mot. Quand tout fut terminé, il resta seul un moment. Il prononça 3 fois le nom de Ruth à voix haute, comme pour sceller sa mémoire dans l'air brûlant. Puis il reprit la route vers le nord, entretenant la fiction qu'il avait tenté de conduire Clara vers la liberté. Il exprimerait sa confusion sur les raisons de sa mort. Il déposerait un rapport auprès du juge Crenshaw, affirmant que la propriété avait été endommagée pendant le transport, demandant une compensation pour sa perte.
Le rapport fut rejeté. Le juge Crenshaw statua que Mercer avait acheté la propriété en l'état, as is, et assumait tous les risques. L'offre minimale de 12 cents fut interprétée comme une preuve que le vendeur savait que la propriété était défectueuse. Aucune compensation ne serait accordée. C'était, à sa manière perverse, la conclusion juridique parfaite. Tout le monde avait suivi la procédure correcte. Tous les documents avaient été correctement déposés. La loi avait fonctionné exactement comme prévu. Et pourtant, la vengeance de Duncan Fairholme avait été contrecarrée par une femme mourante et un ancien trafiquant d'esclaves cherchant la rédemption. Des années plus tard, en 1868, James Ridley connut une conversion religieuse et confessa ses péchés passés à un ministre méthodiste nommé le révérend Thomas Hargrove. Parmi ses confessions se trouvait un récit détaillé de ce qui s'était passé lors de l'interception cet après-midi de mars 1853. Ridley décrivit les derniers mots de Ruth. Il décrivit le sang sur ses lèvres et l'intelligence féroce dans ses yeux mourants. Il décrivit comment elle avait souri alors que la vie quittait son corps, sûre d'avoir brisé le mécanisme de cruauté soigneusement construit par Duncan Fairholme. « J'ai capturé plus de 200 fugitifs dans ma vie », confia Ridley au ministre. « J'ai vu des hommes et des femmes supplier pour obtenir miséricorde. Je les ai vus se battre, crier et prier, mais je n'ai jamais vu quelqu'un choisir la mort aussi délibérément que Ruth Chambers. Elle a transformé son dernier souffle en un acte de défi. Elle était morte libre, même si la loi disait le contraire, et cela me hante plus que tous les autres réunis. » Le révérend Hargrove nota la confession de Ridley, conscient de son importance historique, mais il ne la publia jamais de son vivant. La confession resta parmi ses papiers personnels jusqu'à sa mort, en 1920, moment où sa fille Sarah la découvrit en triant ses effets. Elle fut horrifiée, non seulement par le contenu, bien que cela fût déjà assez troublant, mais par les implications. Son père avait connu cet incident pendant 34 ans, sans jamais le rapporter, sans jamais le partager avec des historiens ou des journalistes, l'ayant simplement conservé en privé, comme si documenter le mal suffisait sans jamais l'affronter réellement. Sarah Fletcher fit ce que son père n'avait pas fait. Elle publia la confession en 1930 dans un petit journal abolitionniste que peu de gens lisaient, mais elle la publia. Elle en fit partie du domaine public. Cette publication est la raison pour laquelle nous connaissons les détails des derniers moments de Ruth Chambers. Pourquoi nous savons qu'elle choisit sa mort délibérément. Pourquoi nous savons qu'elle sourit en mourant, sûre d'avoir brisé le plan de Duncan Fairholme. Duncan Fairholme passa les 6 mois suivants à chercher Clara Hara. Il engagea des chasseurs d'esclaves professionnels. Il publia des annonces dans des journaux de 3 États. Il offrit des récompenses passant de 500 à 2000 $. Il ne la retrouva jamais. Le juge Crenshaw mourut en 1861, juste avant que la Louisiane ne fasse sécession de l'Union. Il emporta au tombeau tout ce qu'il savait des véritables circonstances. Duncan Fairholme survécut à la guerre de sécession, mais perdit tout dans les conséquences. Bellamont fut incendié par les troupes d'hommes de l'Union en 1863. Duncan lui-même mourut en 1872 dans une pension à Mobile, Alabama, ruiné et seul. Sa femme Margaret l'avait quitté des années auparavant. Le nom de son frère ne fut plus jamais mentionné en sa présence. Silas Guthrie, le contremaître, fut retrouvé mort en 1854 dans un fossé à l'extérieur de Greensburg. La cause officielle fut déclarée noyade accidentelle, bien qu'il ait été trouvé face contre terre dans moins de 15 cm d'eau. Aucune accusation ne fut jamais portée. Nathaniel Puy continua comme greffier paroissial jusqu'en 1863, quand il fuit la Louisiane devant l'avance des forces de l'Union. On n'entendit plus jamais parler de lui. Le reçu découvert lors de la rénovation du palais de justice en 1887 contenait plus que l'enregistrement de la vente de Clara Hara. Au verso, écrit de la main de William Fairholme, se trouvait un message destiné à quiconque le trouverait. « Mon nom est de William Fairholme. J'ai essayé de sauver une femme que j'aimais de la cruauté de mon frère. Je l'ai échoué comme j'ai échoué dans la plupart des choses importantes.
Si vous lisez ceci, sachez que le plus grand mal n'est pas le mal fait par des hommes méchants, mais le mal permis par des hommes bons qui manqueront de courage pour agir. J'ai manqué de ce courage quand cela importait. Je prie pour que vous ne manquiez pas du vôtre. Les historiens qui découvrirent ce message en comprirent immédiatement les implications. Ils l'enterrèrent à nouveau, le scellant dans le mur où il resta caché pendant un autre siècle. Le reçu fut redécouvert en 1998 lors d'une autre rénovation. Cette fois, il fut préservé. Il repose maintenant aux archives d'État de Louisiane, mais le destin de Clara reste inconnu. Certains historiens pensent qu'elle atteignit le Mexique, peut-être en s'installant à Veracruz, où une communauté d'esclaves échappés s'était établie. D'autres pensent qu'elle est allée en Haïti. Quelques-uns croient qu'elle est morte en chemin. Une théorie proposée par un généalogiste en 2006 suggère qu'une femme correspondant à la description de Clarara apparut dans les recensements de l'Illinois en 1870 sous le nom de Clarara Freeman, avec une fille métisse née en 1853. Le nom de la fille était Ruth. Si la théorie était correcte, si Clarara a survécu et construit une vie en liberté, alors Isaiah Mercer a réussi. Le sauvetage conçu pour échouer n'a pas échoué. Le piège que Duncan avait si soigneusement construit n'a rien attrapé. Mais nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Le registre historique est incomplet. Des documents furent donc détruits pendant la guerre civile. Des souvenirs furent délibérément supprimés. Il ne nous reste que des fragments. Un acte de vente, un reçu, un message caché dans un mur, des recensements qui pourraient se référer à quelqu'un d'autre et des questions qui ne trouveront jamais de réponse complète. Peut-être que le silence de l'histoire est en soi une forme de réponse. Peut-être que le fait que nous ne puissions pas tracer le chemin de Clarara signifie qu'elle a réussi à disparaître, qu'elle est devenue impossible à suivre, qu'elle a accompli ce dont tant d'esclaves rêvaient, la liberté complète et totale du système qui cherchait à contrôler chaque aspect de leur existence, ou peut-être est-elle morte, seule et oubliée. Une autre victime d'un système qui a détruit des millions de vies avec une efficacité bureaucratique. La transaction de 12 cents demeure un monument à cette ambiguïté. Elle était légale, attestée, enregistrée dans des documents officiels. Et pourtant, elle semble profondément injuste, d'une manière qui transcende l'injustice déjà considérable de l'esclavage lui-même. La dévaluation délibérée d'une vie humaine, l'usage de mécanismes bureaucratiques pour infliger la cruauté, la participation de juges, de greffiers et de citoyens ordinaires à une transaction conçue spécifiquement pour provoquer la souffrance. Tous les participants ont fait des choix. Duncan choisit la vengeance. William choisit le risque, bien que trop tard. Isaiah Mercer choisit la rédemption. Le juge Crenshaw choisit la loi plutôt que la clémence. Ruth Chambers choisit d'utiliser sa mort pour aider un étranger. Clara choisit la survie, quel qu'en soit le prix. Et les 7 hommes qui signèrent l'acte de vente comme témoins choisirent de participer à quelque chose qu'ils devaient savoir profondément mal. Leur signature reste sur ce document, conservé dans les archives, témoignage de leur complicité. Leurs descendants passèrent des générations à tenter d'enterrer cette histoire, à s'assurer que personne ne poserait de questions embarrassantes sur ce que leurs ancêtres avaient peut-être fait, vu ou permis. Mais des histoires comme celle-ci ont une façon de remonter à la surface, d'exiger d'être racontées. Ce mystère nous montre que l'arme la plus cruelle jamais inventée n'était ni le fouet ni la chaîne, mais la loi elle-même. Le système qui rendait l'horreur légale, qui permettait aux hommes de détruire des vies avec une signature et une poignée de pièces de cuivre, permettant la vente d'une femme enceinte au prix d'un pain. Pas parce que quelqu'un la considérait sans valeur, mais précisément pour démontrer que la valeur pouvait être assignée ou révoquée à volonté par ceux qui détenaient le pouvoir. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que Clarara a survécu? Pensez-vous qu'elle a atteint la liberté? Ou la cruauté de Duncan l'a-t-elle rattrapée au-delà de la mort? Laissez votre commentaire ci-dessous.
Si vous avez aimé ce récit et souhaitez d'autres histoires horrifiques de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-le avec quelqu'un qui aime les mystères. À la prochaine vidéo.